beaucoup de trucs congelés, mais il faut le cacher au chef. Attends, mais comment on cache un truc au chef ? Bah, tu prends les moules de derrière qui sont fraîches, mais tu prends pas les moules de devant qui sont congelées. Du coup, on est dans un 3 étoiles, mais tu mélanges les belles avec les pas belles. Et que des trucs comme ça où je suis là, genre, non, mais en fait, les 3 étoiles. J'ai jamais entendu ça. Je crois que c'est ce qui me fait le plus plaisir, le fait que je sois libre et que je fais ce que je veux, quoi. Je suis pas à cuisiner avec mes chromosomes, quoi, donc. C'est marrant, je sais pas si je dois t'appeler chef, Chloé. Est-ce que c'est la première question qui m'est venue en pensant à cette interview ? Je me suis dit, est-ce que tu te fais appeler chef ou pas ? Parce qu'on va le voir. Ah. Voilà. Il y a que les traiteurs pour qui, quand je signe un menu, par exemple pour une marque, c'est un traiteur qui le réalise, et ils m'appellent tous chef, et je suis un peu là, genre. Ouais. Mais du coup, je sais jamais si on me parle à moi ou à quelqu'un d'autre. Alors cette question, je pourrais la poser à n'importe qui fait ce métier-là, parce que tout le monde n'a pas envie de se faire appeler chef, mais elle m'est venue spontanément en pensant à toi, parce que tu as dessiné un parcours, aujourd'hui une activité qui n'est pas forcément commune, qui est singulière, qui répond vraiment à ta vision et à ton envie d'exercer ton métier tel que tu l'entends. Ouais. Si tu dois le décrire aujourd'hui, tu le décris comment ? Qu'est-ce que tu fais ? Alors on se parle d'un lieu, en l'occurrence, d'une activité de chef, de cuisine, oui, mais voilà, que tu as dessiné à ta manière. Ouais, complètement. Alors déjà, moi, il faut savoir que j'adore qu'on me dise chef. Non, qu'on me dise chef. Non, alors pour l'histoire de chef, déjà j'ai travaillé qu'avec des chefs qui se faisaient pas appeler chef. Donc forcément, j'ai un peu reproduit ces codes-là aussi, de pas me faire appeler chef, que ça soit David Toutain, je sais pas s'il se fait appeler chef aujourd'hui, mais en tout cas à l'époque on l'appelait David. Bertrand Grébeau, il veut qu'on l'appelle Bertrand. Enfin, donc du coup moi j'ai continué dans cette lignée-là. C'est une posture ça ou pas ? Parce que c'est un vrai truc pour le coup, c'est le premier signal hiérarchique sur le papier en tout cas. Je pense que c'est une posture. Après moi je crois vraiment que c'est un peu comme l'éducation des enfants. C'est pas parce qu'on vous voit ses parents qu'on les respecte plus ou moins que quand on les tutoie. Et pareil pour le chef, on n'est pas plus respecté parce qu'on se fait appeler chef que Chloé. Et du coup, moi au quotidien, j'aime bien quand même avoir un peu de enfin, je veux dire, je sais pas si c'est de l'humanité, mais enfin, voilà, je suis pas que une cuisinière, je suis aussi une personne et je réponds à mon prénom, quoi. Enfin, comme tout le monde. Finalement, c'est plus large que le grade. Non, mais c'est ça qui est marrant, c'est que c'est plus large que le grade, quoi. Ça embrasse d'autres choses que ton simple statut de cuisinier, en tout cas. Et puis en plus, je trouve qu'effectivement, ça met une. Alors, ça, à la fois. Ça ne met pas plus de proximité que j'ai envie d'avoir forcément avec les personnes que j'emploie. Et en même temps, ça permet quand même de pouvoir, je pense, plus facilement parler de problématiques quand il y en a. Enfin, la communication est beaucoup plus facile quand on s'adresse à quelqu'un en l'appelant par son prénom que par un grade. Ah, bien sûr. Et du coup, voilà, ça pose des bases tout de suite. Après, je pense que le respect, il est mutuel. C'est-à-dire que si tu respectes les gens te respectent et inversement. Ouais, c'est pas une histoire de titre. Non, je pense pas. Et donc, quand Chloé parle de son activité... Et donc, écoute, pour être honnête, je sais toujours pas... Je prends toujours genre des phrases beaucoup trop longues et je suis là, genre, faut que je trouve comment réduire ce truc hyper long. Mais c'est hyper marrant, ça, parce que la question de qu'est-ce que tu fais et la manière dont tu le réponds est un baromètre hallucinant de là où on en est, de la vision qu'on a, des choses qu'on fait, de la manière dont on les fait. Donc rentrons dans cette phrase très longue. Moi, généralement, je dis que je suis cuisinière ou chef d'entreprise. J'aime bien... j'ai un peu les deux casquettes. J'ai même complètement les deux casquettes. Et après, quand on me demande de décrire Lago, Lago, c'est la 4e année là, que c'est ouvert. Et je sais toujours pas le décrire autrement que c'est un lieu à privatiser pour organiser des événements publics ou privés. Donc c'est très long quand même. On a fait plus long quand même. Oui, non, on a fait plus long, mais c'est vrai que... On voit bien l'idée là pour le coup. Oui, mais en fait, après ça c'est la partie courte et très très résumée, parce qu'en réalité, chez Lago, on fait aussi du conseil pour des restaurateurs qui ont pas le personnel pour créer leur carte tout seul. On fait aussi des événements extérieurs jusqu'à 500 personnes, un peu comme un traiteur. J'ai aussi toute la partie influence communication qui rentre dans le business plan
Bon, ça c'est un peu plus moi, mais c'est vrai que ça se rapporte à Lago aussi. Là, depuis 3 semaines, on vient d'ouvrir la cantine du midi où on fait dans le même lieu. Alors ça, pour le coup, il y a une identité visuelle à part et tout, mais dans le même lieu, on fait la cantine du midi du lundi au vendredi, avec quelque chose de complètement différent de l'identité de Lago qui est assez haut de gamme, le côté privatif, service en veste, un service aux petits oignons, menu personnalisé et compagnie. La cantine, c'est 19,50 € entrée plat dessert, plateau en inox compartimenté et en self-service, quoi. Donc c'est... Rien à voir. Rien à voir, absolument rien à voir. Le spectre, il est très large, là. Ah bah il est hyper large, mais parce que j'ai pas envie de me cantonner à un seul truc. J'aime bien, moi, avoir plein de choses différentes à faire tous les jours et avoir des journées qui se ressemblent jamais. On dirait un laboratoire aussi. Est-ce qu'il y a cette vocation-là à expérimenter, à explorer? Parce que là, on se parle de plein de terrains différents, finalement. Tu conçois des cartes pour d'autres, donc c'est une forme de conseil, là où tu partages ton expertise. On se parle de cette cantine, donc là, on est sur l'accueil au sens strict du restaurant, avec une volonté de le rendre accessible. Il y a le côté privatisable, et là, en l'occurrence, aucun repas ne se ressemble, puisqu'on répond, j'imagine, aussi à une demande. On s'adapte aussi, certainement, bien sûr, avec ton savoir-faire, et aussi ta cuisine, mais il y a quand même des clients, c'est une privatisation, et là, on est plutôt dans du haut de gamme, donc... Bah, en fait, moi, c'est ce que j'aime avec l'événementiel. En gros, il faut un peu reprendre la manière dont ça a commencé pour finalement comprendre là où je veux en venir. C'est que quand j'ai terminé mon cursus d'apprentissage, entre guillemets, en fait, mon dernier poste, j'étais chef à Fulgurance. En fait, j'étais la première chef de Fulgurance, un resto de comment dire... Alors, Fulgurance a été le premier à initier des résidences de chefs. C'est un peu un pionnier dans l'idée des résidences. Ouais, mais sauf qu'à l'époque, aujourd'hui on appelle ça des résidences. À l'époque, c'était plutôt un espèce de restaurant tremplin qui permettait à des anciens secondes cuisines de prendre leur première place de chef. Les seconds seront les premiers. C'était la punchline hyper efficace. C'est ça. Et du coup, de pouvoir se permettre d'avoir cette première place de chef, expérimenter sa cuisine avant d'ouvrir son restaurant, pour que quand on ouvre son restaurant, on n'ait pas cette problématique de « Ok, mais qu'est-ce que je fais à manger » quoi. Pour le coup, c'était une forme de laboratoire, et c'était, comme tu dis, un tremplin. Exactement. Hyper bonne idée, on adore Fulgurance. Et sauf qu'en fait, là où ça n'a pas marché, entre guillemets, c'est que j'ai réalisé que je voulais pas ouvrir de restaurant du tout. Bon, alors, j'ai compris, merci beaucoup, merci, allez, ciao. En fait, je me suis dit, oh là là, mais... En fait, en gros, j'ai commencé la restauration juste après le bac, et mon objectif, c'est d'ouvrir mon restaurant pour mes 30 ans. Je me suis dit, j'ai bossé 12 ans, je vais me gravir les échelons petit à petit, jusqu'à Fulgurance. Jusqu'à Fulgurance, et Fulgurance, j'ai fêté mes 30 ans. Donc tout avait été ok, nickel. J'étais bien dans les clous et tout. 29 ans d'ailleurs, donc il me restait 1 an pour ouvrir le truc et tout. J'avais fait tout bien, quoi. Et le truc, c'est que du coup, je participe à l'aventure de l'ouverture de ce restaurant. C'est pas la première ouverture que je fais, mais c'est celle dans laquelle je suis le plus impliqué, finalement. Première ligne, du coup, pour la première fois, Exactement. Et ça se passe très bien. Je me suis régalé. Avec Hugo, Rebecca, Sophie. En plus, ils n'étaient pas de la restauration, donc au début, c'était quand même un peu L'histoire bancal. est géniale. On a un épisode qu'on a enregistré avec Sophie, justement. Okay. C'est une histoire extraordinaire, quoi. Vraiment, je les aime d'amour, ces trois-là. Mais en fait, je me dis... Oh là là, mais le boulet au pied, mais qu'est-ce que tu vas aller te foutre là-dedans, à finalement te retrouver à stresser toute la journée, parce que en fait il y a un truc clé, c'est les attentats du 13 novembre. Alors certes c'est clé dans la tête de tous les Parisiens, mais surtout en fait les attentats du 13 novembre font que on passe d'un resto plein à un resto à moitié, grand maximum à moitié plein, en une soirée. Et ça change complètement la face du truc. Et donc là, tu t'es dit quoi? On est trop vulnérable, en fait. Je me dis, le moindre bidule... alors certes, c'est très important, mais ce que je veux dire, c'est que le moindre impact... Enfin, ça a un impact énorme sur mon business. Et ça, moi, pour le coup, je ne peux absolument pas le maîtriser.
C'est-à-dire que on peut maîtriser ce qui sort de sa cuisine, les employés, enfin voilà, mais il y a des trucs comme ça, c'est immaîtrisable. Et en plus de ça, je vois la charge monumentale de travail, notamment administrative entre les trucs pour les employés, les trucs à déclarer, les extincteurs, les contrôler les trucs de la chambre froide, les dératiseurs, je vois en fait le truc arriver et je me dis genre oh là là. Et puis surtout non pas flemme, mais surtout je me dis c'est et surtout le truc c'est que ce que je vois aussi c'est rester ouvert 5 jours par semaine midi et soir pour avoir un modèle quand même viable. Et l'impossibilité de sortir de ces horaires-là parce qu'en fait c'est cool un resto, mais si tu dis alors cette semaine on va être ouvert du lundi au vendredi, la semaine suivante on va être ouvert du mercredi au dimanche, finalement on va fermer 2 semaines là, mais ça sera ouvert, c'est incompréhensible et du coup les gens viennent pas parce qu'en fait ils sont là genre attendez, on comprend rien à ce que vous faites en fait. Et donc voilà, donc je me dis faut que je trouve un autre truc. Et là j'ai une première idée qui est de racheter un bar, mais vraiment un bar, une brasserie à Pantin, et d'ouvrir du petit-déj à 20h pour l'afterwork pour tous les gens qui bossent autour. Et de l'ouvrir avec ma femme parce qu'on s'est rencontrés 2 ans avant, elle est en salle. Et puis en fait, déjà les agents immobiliers me gonflent parce que je leur dis ce que je recherche et en fait donc je cherche un restaurant, genre une grosse brasserie à Pantin. Et en fait, ils me présentent des bistrots, des petits bistrots de chefs dans le 17e. Donc je suis là, genre, mais attendez les gars. Donc Pantin, volume, qu'est-ce que vous ne comprenez pas? 2 critères. Voilà, non mais pourquoi tu veux faire ça? C'est lunaire et tout. Donc, bref. Donc, et finalement, on finit par visiter des choses quand même, mais on n'est pas forcément d'accord et on se rend compte qu'en fait, on va préserver notre vie de couple et puis qu'on verra après pour l'aspect professionnel. Et surtout, grâce à Fulgurance, moi, en fait, je commence à avoir des propositions pour créer des cartes par des copains de copains qui veulent ouvrir un truc de poulet frit, faut mettre au point des recettes, donc du coup et les aider à aménager la cuisine, donc ça c'est mon premier consulting. Après j'ai fait des repas pour des marques et en fait à chaque fois du coup ça, vu que je me préparais pour ces sujets-là, ça me décalait sur les visites de restaurants et sur l'ouverture de cette idée de resto. Et en fait au bout d'un moment je me suis dit mais en fait j'ai plein de restos sans en avoir un. En fait j'ai du boulot, j'ai vraiment du boulot. Je gagne aussi bien ma vie que si j'avais un resto, mais sauf qu'en vrai, je fais ce que je veux. Et du coup, je commence, je fais mon boulot comme ça, quoi. C'est-à-dire que je commence à un peu en parler autour de moi. Je dis, moi, je peux faire des dîners. C'est les 70 ans de mon mari. Ça te dirait d'organiser un grand barbecue dans la cour de l'immeuble? Ouais, carrément. Hop, donc, du coup, je me retrouve à faire des trucs comme ça. Et en fait, ça remplit mes journées. Et donc, Lago devient quoi? Une espèce de bureau, de laboratoire? Il va devenir un endroit où on peut se développer les choses? En fait, c'est pas du tout encore Lago. C'est, pour l'instant, c'est Chloé Charles Cuisine. Parce que j'ai toujours dit que je n'appellerais jamais mon restaurant ou ma boîte par mon nom, mais en fait, comme je me suis fait connaître un peu à Fulgurance par mon nom, je suis un peu obligé d'utiliser mon nom. Et en fait, ça tient comme ça pendant 5 ans. 4-5 ans. Et en fait, ce qui est génial, c'est que moi à cette époque-là, ce qui est assez marrant, c'est que on me dit non, de toute façon toi on comprend rien à ce que tu fais, tu fais plein de trucs mais t'as pas de restaurant, comment est-ce que tu veux qu'on te décrive et tout? Je suis là genre ok. Maintenant aujourd'hui tout le monde parle de chefs itinérants qui font un peu ce qu'ils veulent et qui vont de résidence en résidence. Je dirais genre voilà, je faisais ça du coup. Merci les gars, j'avais commencé. Voilà. Et puis surtout j'ai pas de
Enfin, moi, je me souviens notamment d'une anecdote, mais que j'adore, et moi, c'est là où j'adorais cette vie. Bon, faut dire aussi qu'à l'époque, j'avais pas d'enfant, mais il y a toute ma famille qui partait voir ma sœur qui habite à Hong Kong, et qui... Enfin, voilà, c'était prévu, ils avaient tous prévu d'y aller. Moi, j'avais dit, je sais pas trop comment je vais bosser, je suis quand même indépendante, donc on verra. En fait, il y a une semaine qui se profile sans boulot, et résultat, je prends un billet d'avion du jour au lendemain, je pars à Hong Kong, je pars en famille. Finalement, ma sœur nous annonce qu'elle est enceinte. Enfin... Et en fait, c'est trop bien, quoi, cette vie-là, de pouvoir être extrêmement libre. Enfin, je veux dire, c'est quelque chose qu'on peut pas faire quand on a des employés. Je veux dire, je peux pas partir aujourd'hui avec la gauche, je peux pas partir du jour au lendemain, genre laisser mes employés à leur dire, genre, prenez du sans-solde, on verra, on se revoit dans 2 semaines. Genre, c'est sûr, oui. J'ai un loyer à payer, j'ai plein de trucs. T'as plus du tout la même indépendance. Mais... ouais, je me suis vraiment régalé pendant ces 5 années-là à prendre des contrats d'événementiel, des petits dîners par-ci, par-là. Et donc voilà, je bossais avec des extras de temps en temps. J'ai loué un labo, j'ai cuisiné un peu de chez moi. J'ai vraiment bidouillé des trucs. C'est drôle. Je transportais tout sur mon scooter électrique, là. C'est un peu n'importe quoi. Il faut qu'on comprenne comment t'en es arrivé justement à dessiner ce spectre qui a été très large et qui aujourd'hui donne l'ago et toutes les formes que peut prendre cette cuisine-là. Si on remonte le fil, parce que c'est le principe de ce podcast, et qu'on le remonte le plus loin possible au tout début, c'est quoi l'environnement dans lequel tu as grandi ? C'est quoi les origines ? Les origines, c'est une famille parisienne, j'ai 2 frères et sœurs, mais ma mère a 5 sœurs, donc il y a du monde. J'ai 13 cousins, j'ai une grosse famille, notamment du côté de ma mère, c'est pas mal du côté de mon père aussi. Donc Paris ? Donc moi j'ai grandi à Paris, Paris en face de Ferrandi. Mais vraiment en face. Je suis rue de l'Abbé Grégoire en face. C'est drôle. Et donc toute mon enfance, je vais tous les ans aux portes ouvertes de Ferrandi. Je vais parce qu'à l'époque Ferrandi, ce qui était trop cool pour les enfants aussi, c'est que c'était une école 13 métiers, et donc il y avait toute la maroquinerie, l'ébénisterie, la cordonnerie, la tapisserie, pas la cordonnerie, et puis il y avait aussi évidemment tous les pâtissiers, les boulangers, les charcutiers, les cuisiniers et tout. Et à l'époque c'était vraiment porte ouverte, mais pour tout le quartier, quoi. C'était genre les journées du patrimoine. Voilà. Et moi, j'ai quand même une famille de gourmands, donc mon père c'était genre venez, on va manger des chouquettes en face, quoi. Pas mal. Mais par contre, personne de ma famille du tout dans ces métiers-là. Ils bossaient dans quoi, tes parents, du coup ? Ma mère, elle était chef d'entreprise. Elle avait sa boîte, elle faisait des objets publicitaires, comme mon grand-père et mon arrière-grand-père d'ailleurs. Et comme mon frère aujourd'hui. Donc un peu cette lignée-là lignée des goodies. Des goodies, ouais. Et mon père, quand j'étais petite, il était commercial dans l'acier et dans le papier. Et puis après, au bout d'un moment, il a créé sa boîte, ça n'a pas marché. Et du coup, ma mère l'a embauché. D'accord. Parce qu'elle avait besoin de quelqu'un, et du coup, comme ça. Facile. On connaît ce quelqu'un, donc. On connaît ce quelqu'un, et puis voilà. Ça fonctionne. Ça a fini comme ça. Et ouais, non, personne dans ce métier-là, et surtout, malgré les visites de Ferrandi et tout, moi, je réalise absolument pas que c'est un métier que je peux faire. Ah ouais, ça fait pas partie des perspectives, pas du tout. Ah non. Tu te le dis pas. Ah non, je sais pas ce que je veux faire plus tard. Enfant, je veux être archéologue sous-marine. Archéologue sous-marine ? Ouais, c'est des petits trucs d'enfants mignons, tu vois. Il y avait du boulot là, parce que les archéologues sous-marins, il n'y en a pas beaucoup. Hein. Franchement, tu découvres une grotte, t'es refaite. Après, ça porte ton nom. Après, je sais pas si j'aurais pu y arriver. Au niveau scolaire, c'était pas ça. Par contre, j'étais pas mauvaise à l'école, mais j'avais les capacités, mais par contre j'étais très mauvaise à l'école. Ah oui. Ça m'ennuyait profondément, quoi. Et en fait, en 3e, il y a une fille de ma classe qui, quand on fait le tour un peu de qui veut faire quoi plus tard, surtout pour le lycée, elle dit moi je pars en CAP charcutier traiteur. Et là c'est pas courant. Je dis waouh, parce que pourquoi pas, hein, mais c'est pas hyper courant, quoi. Mais là je fais une fille en 3e. qui part en CAP charcutier traiteur. Mais je m'en souviens très bien. Je me souviens exactement du moment. Ah ouais.
Genre du moment, je me souviens de la tête de cette fille. Je me souviens plus de son nom, par contre. Mais je me souviens de la tête de cette fille. Et là, je fais... Oh, mais en fait, c'est un métier. En fait, j'avais pas réalisé que c'était un métier. Ouais. Moi, je voulais pas forcément faire charcutier traiteur, mais j'avais pas réalisé qu'on pouvait cuisiner toute la journée et en faire et être rémunéré pour ça. Parce que voilà. Par contre, il y a un truc qui est sûr, c'est que depuis que je suis enfant, j'aime manger, quoi. J'aime manger, j'aime cuisiner avec mes grands-parents. Mes grands-parents, ils ont une maison en Bretagne, une très grande maison vu qu'on est une très grande famille. Mon grand-père a réhabilité le four à pain. C'est une vieille ferme avec une pièce spéciale pour le four à pain, qui est une toute petite bâtisse qui doit faire, je sais pas, ça doit faire 12 mètres carrés, je sais pas, mais il y a le four à pain, parce que dans les vieilles fermes, il y avait ça. Il l'a remis en route. Génial. Il essaye de mettre au point la meilleure recette de pain pour utiliser la chaleur résiduelle du four. Ma grand-mère cuisine tout l'après-midi. D'accord. On cuit dans le four à pain. Bon. Les légumes du potager. Ouais, ça crée quand même une espèce de référentiel. Ouais, et puis moi, je vais pas à la plage, je vais faire la cuisine avec ma grand-mère, j'ai envie de faire le pain, j'ai envie de... Genre, je m'intéresse à tous ces trucs-là, mais c'est pas... y a pas de projection. C'est de la gourmandise pure, et y a pas... Non, j'ai pas du tout de projection. Ouais. C'est quoi qui t'intéresse dans l'idée de... Parce que, j'allais dire, on aime tous manger, mais peut-être qu'il y a des gens... Ouais, des gens qui aiment pas manger. Ouais. J'en connais. Non, vraiment, il y a des gens qui... J'en connais, j'ai des noms. J'en connais. Je peux les nommer. Non, mais en vrai, qu'est-ce qui à ce moment-là vibre en toi? Parce qu'il y a effectivement la dégustation, le plaisir qu'on a, mais il y a aussi la préparation. Tu as parlé des produits. Parfois aussi, il y a ça qu'on fait avec les grands-parents, il y a le temps de la cuisine. C'est ça. Moi, c'est tout, en fait. C'est qu'est-ce qu'on va manger? Donc tu te prépares genre à imaginer ce que tu vas manger. Après tu fais tes courses. Moi je sais que la majorité des enfants ils disent genre non, on va pas aller faire les courses, ça me gonfle. Moi j'adore aller faire les courses. Après tu fais la préparation. Mais j'aime toujours aller faire les courses pareil. J'aime et en plus j'aime autant aller je devrais pas dire ça vu les discours que je tiens, mais j'aime autant aller au supermarché au marché qu'au supermarché. Trop bien, et après j'aime les repas assis à table où on est plein, où c'est un peu le bazar, où t'avais vraiment ce goût, donc déjà enfant il y avait t'embrassais tout ce spectre quand même. Et surtout il y a tout. Il y a tout, quoi. Parce que ça, non mais c'est pas anodin, hein. Il y a plein de gens qui te diront moi j'adorais parce qu'on mettait de la pâte dans le four et ça gonflait. Bon voilà. Ou je faisais mon 4 quarts. Voilà. Là toi tu décris quand même l'entièreté du... Plus, du coup, grosse famille, grosse table, bien blindée, bien longue comme ça, avec un joli bazar à table. Mon grand-père, le dimanche, il a acheté des gâteaux et il a acheté un gâteau par personne et on choisissait du plus petit au plus grand. Et en fait, il y avait plein de gâteaux différents et donc du coup, moi je regardais qui étaient les cousins plus petits autour de moi, j'étais là genre oh non il y a Olivia, elle va prendre le sarton doré, moi je voulais le sarton doré. Ah ouais, donc il y avait vraiment ce rapport. J'étais là, j'ai regardé les gâteaux alors qu'on n'avait pas trop le droit et tout. Ah génial. Ah mais c'est pas anodin quand même, c'est pas anodin. Ça crée j'aime vraiment la gourmandise, c'est la gourmandise finalement, c'est ça. Et puis c'est aussi ces souvenirs-là, c'est pas tant ce que tu manges, mais c'est aussi les moments... qui sont vécus, partagés. C'est ça. Les moments hyper joyeux, finalement. Quoi. Et ça reste dans le cadre, du coup, de la famille, d'une forme de quotidienneté ou des vacances, quand tu vas visiter tes grands-parents en Bretagne. Mais c'est pas une projection. Ça, c'est plus les vacances. Et après, au quotidien, ma mère, elle est chef d'entreprise. Speed. Occupée, 3 enfants. Mon père, un peu années 90, il fait pas trop à manger quand il fait, et quand c'est lui qui s'occupe de... C'est pour les événements, les trucs comme ça, c'est non? C'est un peu pour les événements, mais aussi, en fait, papa, il ramenait beaucoup de... En fait, ce qu'il faisait, c'est et il le fait toujours d'ailleurs, il va à la grande épicerie, il achète le super saucisson, le super fromage, que des produits bruts. Bon, en vrai, c'est le super shopping, ça, c'est parfait. On peut pas lui en vouloir, franchement. Et du coup, on avait le meilleur truc, trop bon, quoi. Ouais, trop bon. Ouais, ça marche. Bon, ça marche. Du coup, certes, il cuisinait pas trop, même s'il sait cuisiner, il cuisine rarement, mais par contre, il sait très bien sélectionner les bons produits. Et donc, cette fille va dire en 3e,
Moi, je vais faire de la charcuterie. Et je veux faire de la cuisine. Et là, on me dit, non, tu passes ton bac. Ah, parce que du coup, tu te dis, je vais faire comme elle, en fait. Moi aussi, je vais faire ça. Ah, moi, je rentre le soir à la maison et je suis là, genre, en fait, c'est bon, j'ai trouvé, j'arrête tout. À la fin de l'année, paf, CAP cuisine. Genre... Tes parents qui ont dû se dire, super, donne-moi le nom de cette petite fille là qui t'a. Non, mais moi, je suis parti. Hein. Genre, et du coup, à partir de ce moment-là, c'est la révélation, en fait. J'ai que ça en tête. C'est vrai que j'ai que ça en tête. C'est que mes parents me disent, non, tu passes ton bac. Par contre, la majorité des vacances scolaires, je suis en stage à droite, à gauche. Je fais mon stage de 3e chez un chocolatier. Parce qu'au départ, je veux être pâtissière. Je suis à l'ouverture de la boutique de Pierre Hermé à Saint-Sulpice pour aller goûter les macarons. Je récupère les boîtes de macarons et je me mets à faire des macarons chez moi. Enfin, à essayer, parce que ça ressemblait à des BN, que je mets dans les boîtes de la durée et de Pierre Hermé pour les offrir à mes proches. Je finis par m'acheter un KitchenAid avec tous les babysitting que je fais. Donc, il y a tous mes potes qui se foutent de ma gueule parce que j'ai acheté un robot à 10 vitesses avec mes sous au lieu d'aller acheter des fringues ou des... Et après, tout le monde est là, genre... Qui est cette meuf bizarre qui va acheter un KitchenAid au lieu de... Mais ça, mes potes, ils m'en reparlent encore, hein, ils sont encore là. Et je l'ai toujours chez moi, Robert, il s'appelle. Et, donc, je fais ces macarons ratés. Je vais à toutes les dédicaces de Pierre Hermé. Donc là, tu dis, la pâtisserie, ça va être ça, quoi. Ça va être ça, ma ligne, ça va être ça. Et donc, tu orientes tes stages, tu fais tes premières expériences, tu découvres la première vie de labo à ce moment-là. Alors, en chocolaterie, en stage de 3e, je tombe sur un gars qui me dit c'est cool que tu vois ce qui se passe, mais rêve pas, t'es une fille, t'y arriveras jamais. Ah voilà, c'est ce que j'allais dire, parce que souvent, parce que là, on se décrit de tout ce qu'on a envie, et après, il y a la réalité et les premiers stages. Après, là, moi, je le regarde et je suis là, genre, non, mais en fait, toi, t'as pas compris, moi, je fais ce que je veux, en fait. Donc, et surtout, moi, il y a un truc qui est assez important dans cette histoire de genre, c'est que ma mère est chef d'entreprise, mais elle est issue d'une fratrie de 6 filles. Donc, en fait, dans ma famille, le biais de genre, et il y en a quand même un léger, mais il est... Enfin, je veux dire, il n'y a pas de... Ah, pour les garçons, on fait comme ci, pour les filles, on fait comme ça. En fait, il n'y a pas de distinguo entre les filles et les garçons, comme ça peut... Mais enfin, ça paraît basique de le dire aujourd'hui, en 2026. Bon, en vrai, non. Je crois qu'on n'en est pas sorti. Je pense qu'on n'en est pas sorti complètement, mais non, mais même si on n'en est pas sorti, on a tous envie de le dire. Ouais. Mais c'est vrai que dans les années 90, c'est genre les filles le rose, les garçons le bleu. Et ce serait présomptueux de penser qu'on en est sorti, hein, parce que tu vois cette phrase, tu vois, ça fait quelques années qu'on peut se dire bon, mais ça y est, on commence à comprendre les choses. Bien sûr. Donc non, donc je comprends très bien que j'ai une petite fille, un petit garçon, je vois bien qu'on n'en est pas sorti. Voilà. Mais en tout cas, moi, la manière dont je le ressens, c'est que je vois ma mère, mes tantes. Je vois qu'elles font ce qu'elles veulent. Et donc, en fait, moi, je fais ce que je veux aussi, quoi. Enfin, donc, le premier qui arrive et ton premier stage qui dit tu n'y arriveras pas, t'es une fille. Moi, je suis là, genre, de quoi il me parle. En fait, je comprends. Enfin, c'est que évidemment que je le retiens, mais je suis un peu là, genre. Bah, ça ricoche sur toi. Enfin, puis surtout, c'est presque. En fait, je suis là, genre, bah, t'es bête ou quoi? Bien sûr que. Enfin, c'est quoi le rapport? Enfin, je vois pas le lien de cause à effet, quoi. Enfin, je veux dire. C'est pas un sujet du tout, quoi. Me vient toujours à l'esprit dans ce moment-là, tu sais, ce truc de OSS 117 qui dit oui, on verra quand il s'agira de porter quelque chose de lourd. Idiot, abruti que j'aime tellement. Et puis même ça, en fait, ça par exemple, je l'ai un peu eu aussi. En cuisine, la contrainte physique, elle a souvent été invoquée. Ouais, sauf que j'ai eu mon chef d'apprentissage qui m'a dit bah écoute, si tu veux faire comme tous ces débiles de garçons qui veulent montrer qu'ils savent porter des trucs de lourd, tu peux essayer, mais tu peux aussi demander de l'aide et éviter de te casser le dos et d'avoir le dos bloqué à 45 ans. Et j'étais là genre... Oui, et d'ailleurs, il engueulait les mecs qui faisaient les malins à essayer de montrer qu'ils savaient porter des casseroles de 60 kilos, quoi. Non-sujet. Puis au final, je porte 90 kilos. Mais non. En squat. Donc ça va. C'est un entraînement. Ne faites pas ça chez vous, faut s'entraîner quand même, faut s'entraîner. Mais bon, ce que je veux dire, c'est que ça n'a rien à voir. Et il y a plein de mecs qui savent pas apporter ça. Donc, oui. Comment vont s'articuler justement ces premières expériences? Là, on le voit, tu découvres la réalité de la pâtisserie d'abord. Tu vas les enchaîner, ça, avant de... Non, alors je réalise assez vite que la pâtisserie, finalement, c'est pas mon truc. Parce que si on revient à cette histoire de macarons, le jour où je réussis
réussis ces macarons, en fait, ils m'ont tellement gonflé que je réussis ces macarons et après je fais genre, ok, c'est bon, ça c'est fait. Ah ouais. J'arrête de faire des macarons. Ça alors. Ok. Et en fait, je fais pas mal de stages. Donc, toutes les vacances scolaires, je me débrouille pour faire des stages dans des restaurants où sont passés mes parents. J'ai réussi quand même à avoir un stage. Je fais un stage de 3 semaines chez PIC entre la première et la terminale. À Valence ? À Valence, aux 3 étoiles. Alors là, régalade. J'ai quoi ? J'ai 16-17 ans. Je vais 3 semaines à Valence, en cuisine. Je suis toute seule, entre guillemets. Je suis comme partie en espèce de colonie de vacances. Je suis dans la maison des stagiaires. En même temps, c'est plutôt cool parce que oui, on te met pas une pression et on t'attend pas grand chose de la main d'œuvre gratuite. Ouais. J'ai plus beaucoup de petits poids, mais mais voilà. Et tu vois et tu découvres le fonctionnement d'une maison. Anne-Sophie Pic est déjà à la manœuvre à ce moment-là. Ouais. Là, j'ai eu mon bac en 2004, donc on est en 2003. Ouais. Et qu'est-ce qui te parle ? Parce qu'on sent qu'il y a encore de l'enthousiasme. L'esprit de camaraderie, cuisiner toute la journée, le côté... tout me plaît, quoi. Vraiment, je me régale. Mais dans tous mes stages, dans tous les stages, je suis là, genre, je veux tout voir. Ah ouais, mais je suis plus que confirmé, quoi. Comment ça va se dessiner pour aller de ces initiations, ces premières découvertes, ces premières observations à un apprentissage plus structuré, parce que de fait à un moment tu vas basculer du coup en fait c'est un peu l'évidence, je postule à Ferrandi. La rue. C'est ça. Alors on a déménagé 2 rues plus loin à ce moment-là. C'est un petit temps de trajet supplémentaire. Mais évidemment je postule à Ferrandi, donc je fais un gros dossier, je fais un beau dossier avec ma marraine qui a fait Grégoire aussi, donc qui a fait dans la même enceinte mais la maroquinerie. On le fait ensemble, donc elle m'a acheté un beau grand cahier chez Muji, j'imprime une photo de Robert, mon robot, en disant que je me suis acheté ici, je mets mes recettes, parce que je prenais aussi des cours de cuisine avec la ville de Paris. D'accord. Au Hall, il y avait des cours de cuisine. Ça existe toujours, ça, on peut toujours le faire. La ville de Paris propose toujours, si. Et donc du coup, je mets un peu tout ce que j'ai fait, tous mes bouquins de cuisine, pourquoi je suis là, une espèce de boucle de motivation. À l'époque, quand même, on n'était pas aussi nombreux du tout à vouloir faire de la cuisine. C'est-à-dire que moi-même, là, on est en quoi, 2004 Là, on est en 2000. 2004, c'est ça. 2000, La cuisine n'est pas arrivée à la télévision dans dans le format dans lequel on le connaît, parce que c'est ça la popularité de la cuisine en vrai à ce moment-là. Les références sont Robuchon, Maïté, Petit Renaud. Cyril Lignac n'est pas encore là, il va arriver en 2005. Pour la première fois à la télé, donc effectivement la télé j'ai pas les dates en tête, mais 2005 Oui Chef, tu vois, c'est vraiment le truc qui lance un peu l'histoire. Top Chef est encore pas là du tout. Donc la cuisine n'est pas du tout considérée comme elle l'est aujourd'hui. Que ce soit les profs, mes camarades de classe et tout, ils sont tous là genre mais qu'est-ce que tu vas aller faire de la cuisine ? En plus, c'est la fille qui parle à son robot. En plus, moi je suis dans le 6e, je suis dans un milieu un peu bourgeois quand même. Tout le monde va faire des écoles de commerce, avocat, médecine, et t'es là genre moi je vais faire un CAP cuisine. Mais on sent que t'as toujours été à l'aise avec cette idée et que pour le coup moi j'ai aucun problème avec ça, mais c'est vrai que dans mon entourage ça détonne quoi. Et puis surtout vraiment à l'époque ça détonne, et en même temps assez vite je me rends quand même compte que contrairement à tous mes potes, tout le monde est là genre ah ouais tu fais de la cuisine mais c'est ouf, attends tu bosses où, tu fais quoi, il y a quand même un début il y a une curiosité, parce que c'est un métier, je veux dire le nombre de gens où tu comprends pas trop ce qu'ils font, ils sont en stage chez Havas, où t'es un peu là genre bon c'est cool, et donc du coup ce soir on sort alors que là il y a un truc quand même, les gens ont une représentation de ces choses-là. C'est un peu sexy concret, en vrai quoi. aussi. Il y a un truc, ça fait un peu. Et puis surtout, comme moi je fais un apprentissage,
je suis la première de mes potes à gagner ma vie aussi. Ouais, à bosser. Ouais, à bosser et à gagner ma vie. Alors à l'époque, je gagne pas beaucoup, je gagne 500 balles par mois, mais c'est énorme. Et ça fait une diff entre 0. Ouais, puis surtout j'habite chez mes parents, donc en fait, je gagne 500 balles. Ouais, j'ai 500 balles d'argent de poche par mois. Mes potes, ils ont leurs 20 balles par semaine, là, et du coup. Est-ce qu'elle n'aurait pas tout compris? Qu'est-ce que je fous chez Havas? Alors après, le revers de la médaille, entre guillemets, c'est que quand on commence la cuisine, il faut s'adapter physiquement quand même. Moi, je suis hyper fatigué au début, et puis en 2000... on disait quoi en 2004 En 2004, on parlait pas tellement des histoires d'horaire, de bien-être en cuisine. On n'y est pas. Ouais. Même pour les apprentis. En plus, moi, je commence, je suis pas majeur. J'ai 17 ans. Je suis né en novembre, donc je suis à peine majeur, quoi. Je me fais un canal carpien en 2 mois. D'accord. Je me fais opérer au mois de décembre à 18 ans. D'accord. Je commence en septembre. En décembre, je me fais opérer du canal carpien parce que je bosse quand même pas mal. Et enfin, faut vraiment s'adapter physiquement. Moi, je suis rincé, quoi. C'est marrant parce que tu vois, moi, qui parle quand même quotidiennement avec des chefs, je vais au restaurant. J'ai la chance d'y aller très, très, très souvent. Donc, c'est un milieu que je connais très bien. Je fais des services parfois, notamment au réfectorio, tu vois. Ouais. Et ben, my God. Mais c'est là qu'on s'est vu, je suis con. Oui. Je suis pas sûr. Non. Non. Ok, d'accord. Je m'en souviendrai. Non. Mais tu vois, le réfectorio, toi, ça glisse dessus parce que c'est ton métier. Et puis voilà. Et ben moi, avant d'en prendre l'habitude, les 3 premiers services. En fait, on sort de là. J'avais l'impression que mes genoux allaient péter, en fait. Et que le dos, surtout les lombaires et tout, genre ça fait. Genoux, le dos, mais horrible. Ouais. Mais c'est vraiment, voilà, c'est pas un. Ouais. Mais je te rassure, moi par exemple, chez Lago, quand on n'a pas de service pendant quelques temps ou même en retour de vacances, faut se remettre dedans parce qu'en fait physiquement c'est intense, quoi. C'est pas une pause. Ce que je veux dire par là, surtout c'est on piétine. En fait, le truc c'est on n'est pas juste debout, on piétine. Mais ça dégomme. Si les auditeurs et les auditrices qui nous écoutent ou qui nous regardent ne savent pas. Essayez. Et c'est surtout, moi je crois vraiment que l'apprentissage, la cuisine importe peu, bizarement. Je pense qu'il faut. Il y a d'autres trucs à appréhender. Ça, le corps, le rapport au corps, évidemment. Le rapport au corps, s'habituer à ce côté physique. En plus, moi, je suis dans une cuisine où il fait très chaud, rester debout tout le temps, porter des charges lourdes, faire des gestes répétitifs. Mon canal carpien, c'est parce que je faisais le pain, je façonnais les pains à la main et tout. Donc, faut. En fait, tu fais tout le temps le même geste. C'est rude pour le corps. Mais ce qu'on se dit là, c'est là. On parle l'humidité. Ouais, non, mais tous ces trucs. En fait, aujourd'hui, là, on se décrit une époque qui est particulière. Aujourd'hui, où à la télévision, quasiment un jour sur 2, on peut avoir accès à un contenu qui valorise ce métier-là, qui fait rêver. On connaît Top Chef, évidemment. On en parlera, mais la cuisine, en premier lieu, c'est ça. Et quand on la découvre dans sa réalité, c'est ça. C'est ce que tu décris là. C'est cette exigence physique. Ce rythme, ce quotidien, ces choses-là. Donc c'est important aussi de le préciser parce que parfois on peut avoir tendance à l'oublier un petit peu. Bien sûr, en se disant, c'est cool, je vais m'exprimer, tu comprends, moi j'ai un univers, la cuisine, j'ai ça dans... D'abord, c'est ça. Et puis moi, j'ai déjà entendu des personnes qui voulaient venir faire ce métier et qui sont largement les bienvenus. Mais quand on fait ce métier parce que les fins de service, quand même, ça a l'air cool, t'es là, genre, pour avoir la fin de service. Avant de boire ton petit verre et fumer ta petite clope tranquille en disant, c'est cool, t'as vu ce que j'ai envoyé? Il y a tout le reste avant qui est quand même. La fin de service, c'est sympa, mais. Ça se paye. Ça se paye cher. Et du coup, je trouve qu'il y a vraiment ce côté physique. Et puis même, c'est aussi intégrer une organisation qui est quand même sacrément propre à la restauration. Moi, c'est marrant, j'ai des gros souvenirs donc du coup de ce chef. Et il me demande de l'appeler François. Pour le coup, on parlait de comment est-ce qu'on appelle les chefs. J'ai un peu du mal à l'appeler François, mais donc de François qui en fait, il m'a appris un truc. Il me disait non, mais il faut que t'entendes tout et que tu saches tout. Donc même si t'es concentré sur ton truc, ça te concerne pas. Ouais. Et du coup, il était comme ça, la cuisine elle était un peu grande, et il faisait genre, parce qu'avec le chien de ma belle-mère, qui s'appelle Saucisse, et puis après, il se retournait comme ça, il faisait, et du coup, il s'appelle comment le chien de la belle-mère? Et en fait, il fallait même concentrer, même en train de parler à quelqu'un d'autre, je sache que, en fait, le chien de la belle-mère, il s'appelle Saucisse. Et en fait, il m'a entraîné à un espèce de façon d'être
dans la restauration, de tout entendre, de faire d'être toujours 5 trucs en même temps et tout. Et ça, c'est un truc, je pense qu'il ne s'oublie pas, en fait. Enfin, quand on apprend ça à son apprentissage, derrière, c'est fou tout ce qui s'ouvre, quoi, à nous. Parce que tu sais que tu touches du doigt un truc qui fait fantasmer tous les gens qui ne connaissent pas la réalité de ce métier-là. Quand tu le vois, le déroulement d'un service, dans une série, par exemple, une série formidable, par exemple, et qu'on voit un bon arriver, ou que le chef est au passe et dit de saumon et on voit comme ça 5 ou 6 appellations, on se dit mais attends, mais comment les gens retiennent, qui retient, comment c'est qui fait quoi, tu sais, c'est marrant. Moi, là, par exemple, on a ouvert la cantine et pour le coup, chez Lago, on l'a pas du tout. Mais à la cantine, du coup, on prend les gens arrivent, on leur donne un plateau, il faut qu'ils choisissent entre 2 entrées, 2 plats et le dessert ou le fromage. Et en fait, quand il y en a plusieurs comme ça, j'adore retenir, genre là il y a ci, là il y a ci, là il y a ça. Et en fait, je suis assez forte à ça parce que pareil, on m'a entraîné, mais il y a longtemps, là ça fait longtemps que j'ai arrêté ça. Mais retenir les bons, par exemple, la fulgurance, moi je connaissais par cœur les 4 prochains bons, sans les regarder. Parce qu'en fait, mais en étant ultra concentré. Donc t'es dans ton truc et tu sais ce qui va devenir, ce qui se passe à côté, ce que tu veux sortir, combien de. Je sais tout. J'adore cet état d'adrénaline là. Enfin, il y en a qui appelleront ça du stress, mais parce que c'est marrant parce que moi on me dit toujours non mais ça va être stressant et tout. Je dis c'est pas du stress, c'est de l'adrénaline, c'est de la concentration, c'est. Tu sais, quand je vois ça, quand je vois ce que tu décris là, je vois très bien le sentiment que t'éprouves à ce moment-là, cette espèce de mélange de. Je suis pas du tout football, moi c'est un sport que je connais. Mais quand je vois des mecs prendre la balle et tu te dis ok les gars, ils sont beaux, ils ont la grâce et en même temps ils savent ce qu'ils vont faire, ils doivent se speeder et ils vont finir. Il y a un peu de ça. C'est extrêmement fluide et c'est pareil ce que tu décris dans le service. T'as la fluidité, t'es dans ton truc, en même temps tu sais que tu vas dérouler le reste et tout. C'est trop bien, c'est tellement agréable. Et tu vois, moi, j'ai une copine qui est urgentiste, par exemple. Les enjeux sont pas les mêmes. C'est pas les mêmes. Mais il y a des trucs d'adrénaline un peu partagés, ceci dit. Avec, en même temps, elle m'a déjà dit qu'elle était venue manger dans des restos où je bossais et qu'elle avait ressenti plus de stress dans le restaurant qu'au service des urgences. Et là, t'es un peu là, genre. Oh, non, qu'est-ce qui va pas Il faut peut-être qu'on fonctionne différemment. Canalisons-nous. Genre, redescendons 2 secondes. Comment se passent les premières expériences, justement, une fois justement qu'il y a eu cet apprentissage qui est à l'école Ferrandi, qui va se. Donc, il y a un truc parallèle. Il y a à la fois l'apprentissage et puis les temps d'école. Les premières cuisines, les premières portes que tu vas pousser, les premiers postes que tu vas occuper, est-ce que ça va confirmer cet enthousiasme que t'as et ce... Ouais, carrément. 1000 fois. Enfin, je veux dire que ça soit à l'Épi du Pain en apprentissage ou par la suite en première année. En fait, du coup, je fais CAP cuisine. Après, j'enchaîne avec ce qu'ils appellent aujourd'hui le bachelor, donc l'école supérieure de cuisine française en 2 ans. On est 12 par classe. Franchement, génial. À l'époque, c'est trop bien, quoi. Je sais pas comment c'est aujourd'hui, donc du coup, c'est pas du tout pour comparer, mais c'est vrai que genre le programme scolaire est fou, quoi. On a une semaine de cuisine, une semaine de pratique. En pratique, on a 2 chefs étoilés, pas forcément tous étoilés, mais on a quasiment que des étoilés qui viennent nous faire des démos. Pour 12 élèves, quoi. On cuisine tout ce qu'on veut, on fait toutes les recettes qu'on veut, on a des meufs qui nous donnent des cours, c'est fou. Franchement, c'est fou, quoi. Mais c'est aussi parce que comme il n'y a pas tant de monde que ça qui veut faire ça. Ouais, c'est peut-être plus la même aujourd'hui. Peut-être qu'il y a plus de classes, peut-être. Mais en fait, leur ambition, c'est vraiment de former les grands chefs de demain, quoi. Et du coup, tous les stages restaurants étoilés. Moi, premier stage, je me retrouve chez Lasser, un peu par hasard, avec du coup Nomikos en chef. Institution parisienne, au cœur de Paris. Institution parisienne, grosse brigade. J'aime pas les grosses brigades, mais par contre, je me retrouve là, coup de bol. J'ai eu pas mal de coups de bol dans ma carrière, quand même. Après, il faut les... On me dit genre, c'est pas que du coup de bol et tout. Oui. Si, le coup de bol, c'est que je me suis retrouvé en fait avec le stagiaire juste avant qui était doué, se retrouve en fait à faire tout le poisson tout seul.
Donc tous les arrivages de poissons, lever les filets, ouvrir les Saint-Jacques, décortiquer les tourteaux, les homards, les machins, les trucs. En bas, parce que la serre, il y a 2 cuisines. En bas, avec Jaco, qui est là depuis 30 ans. Je pense qu'il est toujours là actuellement. S'il est pas parti à la retraite, où il doit pas être loin, mais à mon avis, voilà. Alors, évidemment, ok, là où c'est un peu moins du bol, c'est qu'il faut que je... faut faire ses preuves. C'est-à-dire que clairement, le second vient me voir et me dit c'est simple, soit tu tiens le poste et c'est cool, soit je t'envoie aux amuse-bouches. Donc là, en fait, grosse pression, mais je me retrouve à faire que du poisson pendant 6 mois. Donc je lève des turbos de 23 kilos, j'ouvre 36 kilos de Saint-Jacques par jour. J'ai des milliers d'euros d'arrivage et c'est moi qui gère, quoi. Ah ouais. Et ça, c'est une opportunité de dingue. Tout ça pendant que j'ai mes camarades qui sont en train de trier du persil et faire des as de citron chez Ducasse à Monaco, quoi. Ouais. Toi, tu manipules, t'as une main sur le produit que d'autres n'auront pas. Le turbo de 23 kilos, je m'en souviens encore, quoi. Du coup, c'est ma 2e année de cuisine, quoi. Pression, quand même. Enfin, pression, en tout cas, responsabilité. Enfin, oui, responsabilité, mais du coup, je vais m'acheter le couteau qui va bien pour faire... pour se faire, quoi. Je fais en sorte que ça marche, quoi. J'ouvre tellement de Saint-Jacques que je finis allergique au Saint-Jacques. J'ai les mains rouges fluo jusqu'aux avant-bras. Ah ouais. Mais je m'éclate. Et après, pendant le service, je suis au dressage, donc je fais pas tant de cuisine. Je cuisine pas particulièrement, mais lever du poisson pendant 6 mois avec 2 ans de cuisine, ça arrive très rarement, quoi. Normalement, c'est des... Chance et hyper formateur, en plus. Exactement. Donc là, je me régale. Et après, la 2e année, il y a un mec de ma classe qui veut partir à l'Astrance. Je dis, ah ouais, c'est quoi ce truc et tout, je connais pas. Je regarde, je fais, oh putain, le con, il a trouvé le meilleur stage. Faut que je trouve autre chose. Et là, finalement, il dit, non, mais en fait, je veux plus aller à l'Astrance. Je veux aller au Laurent. Je dis, ok, très bien, va au Laurent. Et moi, par contre, je veux aller à l'Astrance. D'accord. Et là, je débarque à l'Astrance. Rue Beethoven, Pascal Barbeau. 2 semaines après, 3 étoiles. Et là, meilleur stage de ma vie. J'ai longtemps voulu y retourner pour travailler. J'ai pas... la vie a fait que je suis jamais retourné travailler, mais par contre, je pense que ça a foncièrement changé toute ma vie de cuisinière. Alors c'est intéressant parce que Pascal Barbeau est un chef cuisinier très connu dans le milieu, un chef cuisinier qui a fait école. Il y a beaucoup de gens qui sont passés chez Pascal Barbeau et qui en sont marqués durablement. Ah ouais. Est-ce que tu peux... moi c'est une personne que j'aime beaucoup. On a enregistré un épisode qui est disponible, là, que vous pouvez écouter sur Chef. Sacré univers. Sacrée personnalité. Complètement. Drôle de manière aussi à l'époque. Aujourd'hui, on trouverait ça souhaitable, normal, d'arrimer sa brigade, de vivre sa cuisine. Ouais, complètement. C'est quoi que tu retiens et avec quoi tu repars de cette expérience-là ? Déjà, ce qui m'impressionne, c'est son binôme avec Christophe Roy. Parce que je réalise l'importance d'avoir un binôme en salle. Qui va traduire la cuisine de Pascal. Qui va traduire la cuisine, mais qui va aussi... il va pas que traduire, il va accompagner, il va personnaliser aussi les... En fait, il va vraiment s'adapter aux clients. Et en fait, ils sont tous les deux au service du client, au service de faire en sorte que les gens passent le meilleur moment possible. Ouais. Et en fait, pour moi, c'est ça, la restauration. C'est pas que... moi, en tant que chef qui veut montrer ma cuisine. Et puis après, la salle à laquelle juste dérouler ce que moi j'ai. En fait, il m'apprend vraiment que le restaurant, c'est un moment à part entière. Et c'est pas seulement la cuisine d'un chef, c'est aussi le moment que tu passes et la manière dont ce moment-là que tu passes, quoi. Enfin, moi, je me souviens de mes parents qui sont venus dîner. Au départ, ils me disent on vient dîner, puis après on ira à l'opéra. Je dis non, en fait, tu vas pas à l'opéra après, tu viens dîner ou tu vas à l'opéra, mais tu fais pas les deux dans la même soirée. C'est pas c'est pas possible. Et en fait, c'est qu'est-ce qu'ils ont envie de manger, qu'est-ce qu'ils aiment bien, comment on va leur faire goûter les meilleurs trucs, leur faire des petites blagues qui vont bien, mais pile poil casées au bon moment. En fait, c'est un câlin, quoi. Ils s'occupent d'eux. C'est une pensée globale. Ouais. Tu vois, c'est ce que tu décris là, c'est sortir du cadre du chef
entre guillemets, et tout puissant, quoi. Ouais, unique raison d'aller. Ouais, c'est ça. Non, c'est un tout. C'est que c'est pas genre, un restaurant, c'est pas uniquement l'ego du chef, c'est vraiment genre le tout, quoi. Et d'ailleurs, le deuxième truc qui m'a marqué, c'est la possibilité de s'exprimer. Parce que par exemple, moi, c'est pas arrivé qu'une fois, mais je me souviens principalement d'une fois où il y a le sommelier qui vient et qui dit bon, bah, ils ont choisi telle bouteille, ça serait bien d'avoir un accord un peu artichaut, noix. Qu'est-ce que vous pouvez me proposer? Donc, du coup, là, Pascal Barbeau qui se retourne vers moi, il fait bon, alors Chloé, qu'est-ce qu'on fait en garniture? Intéressant. Il y a plusieurs choses qui sont intéressantes. C'est déjà le sommelier qui vient. Et c'est pas du tout le chef qui. En fait, le chef, il fait pas ce qu'il veut. Il s'adapte. Là, tu parles d'une forme de collectif, en l'occurrence. Et c'est assez rare. Hein. Ouais. Bah, surtout, encore plus à cette époque-là. Ouais. Et pour un chef 3 étoiles, c'est fou. Est-ce que tu penses qu'il y a quelque chose en toi qui fait que ces gens-là se disent ah, bah tiens. Elle mérite qu'on lui fasse un peu plus de place ou elle mérite cette attention un petit peu particulière. Est-ce que tu crois qu'il y a quelque chose en toi que les gens voient à ce moment-là ? Après, moi, je sais qu'à cette époque-là, et puis je pense que c'est aussi en fonction des personnalités. En fait, moi, si tu me fais confiance, j'ai envie de te faire plaisir, et du coup, c'est un cercle vertueux, en fait. Moi, les chefs qui usent la force là, en faisant, qui t'éclatent la tête pour rien, ça a jamais marché sur moi. D'ailleurs, même, en vrai, en apprentissage, c'est arrivé une fois que mon chef soit injuste pour une histoire de jours fériés que j'avais pas compris avec les histoires d'école et tout. Et il m'a reproché de m'être absenté au mois de décembre pour me faire opérer. Et moi, sur ce jour férié, je devais aller voir mon grand-père malade à l'hôpital en Bretagne et tout. Je lui ai hurlé dessus. Même apprenti, en fait, j'ai jamais aimé l'injustice et j'ai jamais eu de problème à ruer un peu dans les brancards. C'est-à-dire que moi, si je fais une erreur, il n'y a aucun problème pour qu'on me dise que j'ai fait une erreur. Je baisse la tête, j'essaie de ne pas reproduire le truc, je fais des efforts, je me concentre et tout, ok, très bien. Par contre, ce truc de genre, je te tombe dessus pour rien, juste pour te faire chier, ça n'a jamais fonctionné. Ouais, mais tu vois, quand on t'entend, ça paraît simple et ça me rappelle l'anecdote avant de ce mec qui va te dire bon, bah, tu tiendras pas parce que t'es une fille, tu vois, t'as cet ADN, cette personnalité, ces référents qui font que tu sais répondre et te positionner. Je dis pas que c'est facile. Hein. Ouais, justement. Je dis pas que c'est un truc. Je dis pas que tout le monde est capable de le faire et que tout le monde devrait le faire parce qu'il faut avoir le truc. Mais par contre, effectivement. Non, mais est-ce que c'est la bonne méthode ? J'ai la chance d'avoir cette personnalité-là et de pouvoir. D'une certaine manière revendiquer ce truc-là. Ouais. Mais est-ce que si quelqu'un vient te voir en disant tu sais quoi, en ce moment on me tombe dessus pour rien, est-ce que ta réponse c'est de dire à chaque fois mais tu sais quoi en fait, tu réponds ou tu te casses ? Est-ce que c'est ça la bonne méthode ? Moi je pense que oui, en vrai. Je pense que par contre il faut savoir le faire de manière intelligente, pas forcément à chaud potentiellement, pas dans l'impulsion, pas en réaction. Ouais, voilà. Et puis aussi ne pas laisser passer l'injustice. Ouais, j'aime bien parce qu'à chaque fois tu résous les trucs de manière très factuelle, très voilà. Bah ouais. Mais bon. Mais en même temps, après, si par contre moi je respecte pas la recette et que je sais, ou je sais pas, ou c'est des histoires de, par exemple de dextérité. Moi, je sais qu'à un moment, j'ai voulu, à un moment de ma carrière, je sais pas, je devais être, c'était, à la place, je suis allé chez David Toutain, donc du coup, j'avais 25 ans. J'avais 25 ans, je suis sorti de... Donc, après, en gros, si je fais un peu un petit coup d'accélérateur, après Barbeau, je fais un essai, maintenant je l'ai dit, donc je peux le redire, je fais un essai chez Pic, je travaille 4 mois chez Pic. En fait, j'y retourne suite au truc que j'ai fait dans les vacances. Sauf qu'en vrai, ça se passe pas très bien, son sous-chef est pas sympa, je me sens pas heureuse à Valence aussi, de rien, je quitte Paris, j'ai habité Paris toute ma vie, je me sens pas heureuse là-bas et un jour je loupe mon train, je me mets à pleurer pendant 2 heures toute seule chez moi. Je fais genre bon ok, je vais pas, c'est mon premier boulot, j'ai pas envie de faire ça comme ça, donc je parle avec la chef et on choisit et je lui dis bon bah voilà, je vais m'en aller. Bref, donc t'es allé chez David Toutain ?
Pas encore. Il était pas encore à Paris à cette époque-là. Ouais. Je vais dans un petit resto qui s'appelle Le Versance avec Samuel Cavanis. Pas du tout connu, mais alors vraiment pas du tout connu. Bistrot de quartier à la Bourse. Là, j'y passe 2 ans. Où pour le coup, pas une cuisine de dingue, mais par contre, on me fait confiance. On n'est que 2, plus le chef en cuisine qui a tout son resto à gérer, parce que resto de chef propriétaire. Donc, à un moment, je me retrouve avec des apprentis à la charge, gérer ma partie, j'étais entrée, dessert, chef de partie. Donc, très intéressant. Et finalement, encore une fois, la cuisine, là, elle a pas tant son importance. Ouais. Mais c'est intéressant dans une carrière, dans le cadre d'une carrière, surtout quand on débute, d'avoir comme ça, peut-être au milieu, une expérience avec un volume beaucoup plus réduit, où nécessairement les gens qui vont t'employer vont devoir te confier un peu plus de responsabilités. C'est pas inintéressant d'avoir ça, même si on veut après faire de l'étoilé, tutoyer l'excellence. C'est pas con d'avoir aussi un petit moment comme ça. Bah ouais, et puis surtout ça permet de voir ce qu'on est réellement capable de faire, à quelle vitesse et compagnie. Ouais, bien sûr. Il y a toujours ces sujets-là quand même. Et là, et ensuite, une fois que je termine au Versant, je fais 3 mois de voyage en Australie. Je vais me promener un petit peu. J'ai bien aimé faire ça. C'est bien d'avoir un moment dans sa carrière, ce petit moment où on part en Australie. En fait, ce qui est cool, c'est que dans ce métier, en vrai, on retrouve très facilement du boulot. Bah oui. Donc je fais 3 mois en Australie. Au bout de 2 mois et demi, je suis complètement fauché. J'envoie une carte postale à Ferrandi pour dire genre coucou, je reviens dans 2 semaines. Si jamais vous entendez parler d'un poste, je suis là. Résultat, on me répond par mail que Bertrand Grébeau à l'Agapé cherche quelqu'un. David Toutain. Non, Bertrand Grébeau à l'Agapé dans le 17e. Ah oui, parce que en fait, le premier poste de l'Agapé Substance, ça sera après. Et du coup, moi, je rentre. J'atterris, je sais plus quel jour, mais le lendemain, je vois Bertrand et il me dit ok, tu peux commencer lundi. Je suis genre ok, parfait, j'ai plus une thune, c'est parfait. 17 heures pour trouver du boulot, record battu. Il me dit qu'il s'en va, mais qu'il y aura un autre chef qui va être chouette après. Donc le chef principal que j'ai vu, c'est Guillaume Bracaval, qui est super, qui est maintenant chef au Japon. Et donc fini, je passe 2 ans à l'Agapé. Qui se solde par un voyage de 4 mois en Asie du Sud-Est. Ah ouais. En fait, ce qui est cool, c'est que moi, à cette époque-là, j'ai j'ai pas d'enfant, je suis pas en couple, j'ai un métier où je trouve du boulot comme ça. Trop bien. Meilleur passeport. En vrai, je peux très bien partir... je peux partir, revenir, trouver du boulot vite et tout. Ouais, bien sûr. Et là, je reviens et je me dis... ça paraît bête, mais je me dis, je sais toujours pas faire une brunoise parfaite. C'est en général ce qu'on se dit quand on revient de vacances. Moi-même, Donc, je vais aller dans un 3 étoiles pour apprendre à prendre un peu plus de précision. En fait. Ouais, je comprends. L'exemple, c'est la brunoise, mais l'idée, c'est d'apprendre un peu plus de précision. Et là, je fais un essai dans un 3 étoiles, que pour le coup, je citerai pas. Et je me dis, mais wow, quel enfer. Ah ouais. En fait, grosse brigade. Il me raconte n'importe quoi au niveau de la cuisine. Genre, pour faire du beurre noisette, il faut faire chauffer une casserole à blanc et après tu mets ton beurre dedans, ça fait du beurre noisette instantanément. Sauf qu'en fait, ça fait pas du beurre noisette, ça fait du beurre cramé. Une cuisine sale. Parce que quoi ? Parce que gros paquebot, parce que trop de monde, parce que un peu un mix de tout ça. On me dit genre beaucoup de trucs congelés, mais il faut le cacher au chef, donc je reprends pas les moules congelés. Mais attends, mais comment si on jamais il cache y a le un truc au chef qui arrive, tu prends les moules de derrière qui sont fraîches, mais tu prends pas les moules de devant qui sont congelées. Les moules qu'on fout dans le beurre noisette, forcément elles éclatent, parce qu'elles sont congelées. Donc évidemment, si tu files les moules fraîches, elles éclatent pas. Et ça peut se faire dans le dos d'un chef. Le chef qui dit c'est pas grave, mélange les deux comme ça. T'es là, donc du coup on est dans un 3 étoiles, mais tu mélanges les belles avec les pas belles, et que des trucs comme ça où je suis là genre non mais en fait les 3 étoiles et surtout il y a un truc aussi que je remarque beaucoup. J'ai jamais entendu ça. Ça fait quelques fois que je fais des interviews. Je n'ai jamais entendu ça. Surtout, il y a un truc qui me choque beaucoup, c'est qu'en fait, très peu de connaissances produits. Ouais. Déconnecté. Vraiment, ouais ça, je comprends. Ouais. Et ça, moi, le truc, c'est que pour le coup, à l'Astrance, il y a bien un truc que j'ai appris. Le 3e truc que j'ai appris à l'Astrance, que j'ai pas dit tout à l'heure, c'est une irréprochabilité au niveau du produit. Ouais. Et toujours la recherche du meilleur truc sur le meilleur truc, sur le meilleur truc, sur le meilleur truc, sur le meilleur truc.
Et moi, à l'époque, typiquement avec Barbeau, c'était la découverte de Bachès, de la boucherie des Noyers, ouais, exactement, des maraîchers japonais avec leurs navets à 15 balles. Tu comprends, ça fait 3 jours qu'ils parlent au navet, quoi. Non, mais moi, les navets pommes, j'ai encore le truc dans la bouche, et les rares fois où je les ai retrouvés, ça m'a renvoyé direct à l'Astrance, et c'était complètement fou. Et c'est vrai que ça, du coup, moi, j'arrive dans des univers de 3 étoiles. Les mecs, c'est des paquebots. À l'époque, aujourd'hui, tout le monde parle de ça. Même chez Pic, genre vraiment, moi j'étais là, genre, mais les gars, j'ai plus de connaissances produits que vous, alors que je suis commis, quoi. Et là, pareil, genre peu importe la saison, il y a tout ce qu'il faut. On est à quelle époque, là ? Là, du coup, on est... Entre 2005 et 2010, là. Ouais, on est vers 2010. On est en 2012. Ouais, ça a dû un peu évoluer quand même. Ça a dû un peu évoluer parce qu'aujourd'hui, ouais. Et du coup, c'est dingue ça. Je fais ces 2 jours, je fais 7 journées d'essai, et en fait, le lendemain, je reviens pas. Ah ouais. Et une journée, j'avais trop honte. J'étais là, genre, s'ils me croisent dans le métro alors que je leur ai dit que j'étais malade, ou je sais plus ce que j'avais raconté un mytho, quoi. Et du coup, j'osais pas sortir au cas où. J'avais trop honte. Mais en même temps, j'étais là, genre, mais pas du tout. Enfin, je vais pas du tout aller là, quoi. Ah ouais, drôle. Et après, du coup, j'appelle les copains de l'Agapé qui sont en train d'ouvrir l'Agapé Substance avec David Toutain. En fait, ils sont en galère, ils me prennent en extra en salle. Là, je parle un peu avec David, qui me dit genre, hey, tu veux pas faire un essai en cuisine ? Je suis là, genre, ouais, ok. Et puis en fait, je découvre l'univers d'un chef. Ce qui m'a le plus marqué, c'est on a fait il y avait des oursins pas beaux. Il dit, c'est pas grave, tu prends les langues d'oursins et tu les mixes avec une banane, tu vas voir. Et en fait, je suis là, genre, comme ça, je mixe les langues d'oursin avec une banane. T'es mignon, toi, mais... genre... Et en fait, texture parfaite, l'amertume de l'oursin, pas hyper beau, relevé par le sucre de la banane, la texture de la banane, forcément, ça fait, genre, la texture parfaite, pâte d'oursin, genre, mais nickel chrome et tout. Et j'étais là, genre, ok, bon, faut que Attends, mais c'était quoi la finalité de banane langue d'oursin ? C'était un plat à base d'oursin, mais du coup, les langues étaient pas assez belles, donc on les a transformées en cette pâte d'oursin, et après, je sais plus comment on a modifié le plat, mais en fait, et tout était comme ça. En fait, on a passé... alors, j'ai bossé que 8 mois, parce que David, c'est pas un chef facile. J'étais exténué à la fin. En plus, j'ai rencontré ma femme, donc genre début d'une relation. C'est fatigant. Fatigant, très fatigant. Surtout quand il a bon dos, David Toutain. Ouais, à l'époque, on travaillait de 8h à 1h. Pareil, là, on parlait pas du tout encore des horaires dans la restauration et tout. C'était l'époque où ils faisaient des croûtes de lait, là. Ouais, exactement. Ouais. C'était fou, ça, quand c'est sorti. Ouais, c'était fou. Et en fait, c'était dingue. On avait une équipe de ouf. En fait, David, pareil, dans le même délire que Barbeau, genre il nous laissait créer, imaginer, proposer. Ça sortait à la carte sans faire des tonnes d'essais. Ouais. Non, c'était ouf. Après 8 mois, c'était bien, quoi. Je suis sorti avec des tendinites de malade. Ouais. J'avais 25 ans, pendant 2 semaines, j'ai dormi 12 heures par nuit pendant 2 semaines. Il y a un problème, quand même. Il y a un petit problème. Après, c'est pas la même époque. C'est pas la même époque. C'est pas la même. C'est pas le même. C'est pas. Enfin, c'est là où c'est pas. Je peux même pas blaver David parce que en fait, c'est pas comparable. On n'a jamais. On parlait pas de ça. C'était même pas, c'était ni dans ma tête ni dans la sienne, en fait. Ah ouais. Et surtout, moi, c'est un moment de ma carrière qui est vraiment un tournant. C'est ce qui m'a permis. Donc, du coup, derrière, j'ai postulé à Septime et du coup, je suis devenu seconde de Septime. C'est clairement ce qui m'a permis de devenir seconde de Septime. Ouais. Et surtout, ça m'a ouvert l'esprit de ouf, moi j'ai adoré, et c'est d'ailleurs tout le paradoxe un peu de ce métier-là, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, bien évidemment que je suis complètement contre ces horaires-là et la manière de les imposer finalement. De les imposer. De dire que c'est surtout, comme ça. Ouais, et puis surtout avec le recul, en fait, je trouve que, en tout cas à cette époque-là, et maintenant qu'il est un peu plus posé, j'imagine qu'il a, là je parle de David, qu'il a évolué dans sa manière d'être chef, mais en fait pour moi, t'es pas un bon chef si pour réaliser ta carte
dans l'espace imparti, avec le nombre de personnes imparties par ton business plan, tout simplement. Ouais. En fait, il faut que les gens travaillent de 8h à 1h du matin. Ça veut dire que t'es pas un bon chef. Ouais. Parce que ça veut dire que t'as pas respecté les contraintes qui t'étaient données, quoi. Ouais, ton système, il est pas juste là. Ça peut pas fonctionner. Après, encore une fois, même si c'est pas si loin, c'est un autre temps. C'est un autre temps qui malheureusement court encore dans certaines maisons. Mais ça a quand même bien bougé, quoi. Ouais. Si on doit tourner les pages de cette histoire, il y en a une quand même sur laquelle il faut qu'on s'arrête. Peut-être deux, mais en tout cas, tu as parlé de Septime. Septime, au moment où tu t'arrimes à ce navire-là, en l'occurrence, c'est une table qui est en ascension, mais en ascension... Ça fait 1 an que c'est ouvert. Ouais. Une petite année, un truc comme ça. Et oui, c'est en ascension. Ça fait 1 an qu'on dit qu'il s'écrit quelque chose, qu'il se passe quelque chose là-bas, très clairement. Bah ouais, parce que des restos comme ça, à l'époque, à Paris, ça n'existe pas. Enfin, c'est dans un quartier qui est pas du tout prisé. C'est avec une cuisine hyper brute, des tables sans nappe, des serveurs en tablier. Et du coup, c'est un peu... ça détonne. Ça détonne de ouf. Puis surtout, à l'époque, je veux dire, aujourd'hui, je pense que pour mal manger à Paris, il faut presque l'avoir un peu cherché. Ouais, c'est vrai. À l'époque, des restos où on mange bien, dans Paris, il n'y en a pas tant que ça. Hein. Ouais, il y a 3 restos à Paris qui font ça. 3 restos qui ont cette veine. Il y a le Chateaubriand qui ouvre une brèche, mais avec une autre gamme. Bah, il y avait Sven Chartier, qui avait ouvert d'ailleurs avec Bertrand Racine, dans lequel maintenant est Simon Letondo. Ouais. Donc il y a Sven qui a Saturne, effectivement t'as Iñaki au Chateaubriand, t'as Raquel au Baratin, peu, mais qui a 2-3 plats comme ça, mais aussi genre juste des trucs ultra bruts de décoffrage. Et après quand même le précurseur de tout ça, parce que ce qui est assez rigolo si tu regardes mon parcours, c'est qu'en fait tous ces chefs qui m'ont marqué, c'est tous des élèves de Passard. Et du coup en fait c'est un peu Passard, c'est un peu le grand-père, quoi. Et après, t'as tous les pères, là. Mais mine de rien, Passard, il a eu aussi ce truc-là, à la grande époque, d'avoir des trucs très bruts, d'en avoir un peu rien à faire de monter au créneau avec très peu de choses. Ouais. Et d'en avoir rien à faire, de mettre un bout d'endive avec une quenelle de je sais pas quoi, et de dire genre, vas-y, tiens. Ouais, ça, c'est dingue. Et avec tout le monde qui était là, genre, oh, waouh. Que ça soit Pascal Barbeau, David Toutain, Bertrand Grébeau, Guillaume Racaval aussi. En plus, Guillaume, à l'Agapé, il avait été aussi à l'Ambroisie. En fait, moi, tous ceux qui m'ont appris la cuisine, ils ont ce truc très, très brut, très sur le produit. Et très aussi... en fait, j'ai travaillé qu'avec des chefs, ou presque... parce que David est peut-être un poil moins comme ça, et encore. Mais en fait, on sait pas travailler si on n'a pas un beau produit de base, quoi. Mais je crois qu'on touche à un truc qui te caractérise en l'occurrence, et c'est bien qu'on en parle aussi, c'est que on se parle de conviction, on se parle de valeur. Tout ce que tu décris là sont des chefs qui ne peuvent pas avancer, ne peuvent pas envisager leurs gestes s'il n'est pas nourri de quelque chose qui a du sens. Et le sens, on le trouve dans la manière dont on s'approvisionne, dans le rapport qu'on a au produit, à celui qui le cultive ou qui le produit aussi. Quand on t'envisage aujourd'hui, on a parlé de l'ago et de cette perspective polymorphe finalement de l'approche de la cuisine. Quand on parle de toi, aujourd'hui, je pense que le premier mot qui vient avant ça, c'est l'engagement. On parle de chef engagé, on parle de valeurs qui sont chères, t'es investi, t'es impliqué dans d'autres choses que ta cuisine, dans le partage, dans la transmission, l'école comestible notamment, avec Camille qu'on adore. On adore cette comment dire, on peut parler d'une association, on peut parler d'un projet, on peut parler d'une vision, on peut parler d'un engagement politique. J'ai laissé ma place cette année, ça fait pas longtemps là, mais tu l'as beaucoup porté et tu as été beaucoup associé. C'est quoi les valeurs justement qui t'animent et qu'est-ce qui selon toi aujourd'hui mérite d'être brandi comme indispensable, comme important pour exercer ce métier ? Déjà, mon discours il a beaucoup évolué. En fait, ça a commencé à Fulgurance parce que du coup, on m'a demandé d'avoir un... En fait, on m'a dit, le prix des menus c'est ça, mais en fait, c'est à toi d'inventer le menu que tu veux. Et ça serait cool d'avoir un espèce de concept, enfin en tout cas d'avoir une proposition... différenciante.
Et du coup, à ce moment-là, j'ai voulu parler du gaspillage alimentaire en servant un amuse-bouche, un entreplat et un pré-dessert fait uniquement à base de sous-parties de produits. En disant, genre, bah, ça, c'est la plupart du temps jeté dans les cuisines. Et là, moi, j'en fais des plats à part entière. Évidemment, alors, enfin, et puis surtout, enfin, donc ça c'est la première partie. Après, évidemment, j'ai parlé du produit. Il y a Écotable, enfin, il y a Fanny Gionceto qui m'a contacté en me disant genre, bah, on va monter un label qui va s'appeler Écotable. Est-ce que tu vas être la marraine? Je suis genre, bah ouais, carrément. Après, évidemment, les produits, bon, bah, comme je disais, moi, en fait, je sais pas cuisiner si j'ai pas un bon produit de base. Et puis après, il faut dire aussi que ce discours, il a quand même vachement évolué parce que, par exemple, aujourd'hui, si on parle de... Donc, je suis effectivement reconnu pour ce côté très engagé, mais qui, pour moi, est complètement normal. Parce que là, si on reprend depuis le début, l'histoire de l'anti-gaspillage, c'est parce que François Pasteau, à l'Épi du Pain, en fait, c'est un des premiers chefs à avoir inventé la bistronomie avec Yves Cantbord, qu'à l'époque, du coup, ils sortaient tous de palace, et que leur idée, c'était de dire, genre, bah, on va prendre les mêmes produits que dans les palaces, sauf que on va les vendre à, je crois que c'était 36 € le menu entrée plat dessert. Ouais, et on va travailler tout le produit. Et du coup, il faut qu'on travaille tout le produit pour le vendre 2 fois, parce que sinon, on s'en sort pas financièrement. Et en fait, la première raison, elle est économique. Et surtout, moi, François Pasteau, il me l'a présenté comme un jeu. Sens. Ouais. Surtout, le jeu, c'est comment est-ce que je remets tout dans des cases et que la seule case à laquelle j'ai pas le droit, c'est la case poubelle. Et donc, du coup, bah, moi, j'ai appris la cuisine comme ça. En fait, je me suis jamais posé la question de est-ce que ce truc-là, je peux le garder ou je peux le jeter. C'était genre, bon, bah, de toute façon, je vais pas le jeter. Qu'est-ce que j'en fais? Je vais pas le jeter. Comment est-ce que je le transforme, quoi? Où est-ce que ça passe? Sauf qu'aujourd'hui, là où je suis un peu revenu de ce discours-là, c'est que en fait, j'ai tellement réfléchi à tous ces sujets-là, notamment parce qu'on m'interroge beaucoup sur les particuliers et compagnie. Et par exemple, moi, je crois dur comme fer que la manière dont on considère l'anti-gaspillage aujourd'hui, elle est... Enfin, on va droit dans le mur. C'est-à-dire qu'en fait, dire aux particuliers qu'il faut qu'ils cuisinent des côtes de chou-fleur et des verres de poireaux, c'est la meilleure manière de finalement leur faire parce que ça prend du temps, parce que c'est déceptif la plupart du temps, parce que c'est déceptif, ça prend du temps. Du coup, tu fais de l'huile de verre de poireau, tu l'utilises pas, donc du coup tu jettes et de l'huile et des verres de poireau. Du coup, tu te fais une montagne de cuisiner parce qu'en fait t'es là genre qu'est-ce que je vais faire de ces verres de poireau, genre c'est trop compliqué. Je vais acheter des blancs de poireaux chez Picard, ça va être plus simple. Et donc, en fait, juste, je pense qu'il faut... en fait, il y a plein de gens comme ça qui cuisinent de moins en moins aussi parce qu'en fait, on est en train de complexifier le discours avec beaucoup d'injonctions, beaucoup de... Et en fait, le truc, c'est genre, ok, en fait, cuisiner, ça peut être hyper simple. Déjà, consomme tout ce que tu as acheté. Après, on verra si tu passes le level supérieur pour aller... déjà, essaie de pas jeter. Voilà. Faut jeter ce que tu as acheté voilà. T'as prévu et en de manger. Fait, par exemple, moi, ce discours-là, je l'ai nourri de toutes ces années d'expérience à donner ces injonctions, à dire, non mais attends, peut-être qu'en fait, je suis en train de me planter. Peut-être qu'en fait, je n'envoie pas forcément le bon message, mais que finalement, ce qu'il faut, c'est aller pousser les gens à cuisiner chez eux et plus progressivement à partir de produits frais. Pas forcément leur rentrer dedans en leur disant que c'est intolérable d'aller au supermarché parce qu'en fait, il y en a qui n'ont pas forcément le choix. Et pour des raisons de budget, mais aussi parce que, en fait, moi, je vois, par exemple, l'été, chez ma grand-mère, certes, je fais quand même quelques spots et tout, mais j'ai pas envie de passer ma journée à aller faire les courses alors que je suis en vacances. Donc, en fait, je me retrouve à aller au supermarché, même si ça m'ennuie profondément. Et que c'est pas ça dont j'ai envie. Bien sûr. En fait, il y a un moment où voilà, c'est la vie. Tout ça, en fait, c'est ok. Comment est-ce qu'on peut faire pour le mieux? Et puis après, voilà le pour le mieux. Maintenant, tu fais le tri avec ce qui est pour le mieux ou pas. Moi, je sais que voilà, tu composes le truc et puis après la suite on verra. Mais c'est vrai que aujourd'hui, j'ai beaucoup plus un discours de déculpabilisation pour pousser les gens à cuisiner chez eux à partir de produits frais
d'injonction à faire ci, faire ça, sinon ça veut dire que t'es pas engagé, quoi. Restons simples, Ouais, simple, basique. Comment on peut aujourd'hui saisir l'AGO? Donc, on peut privatiser, on peut faire appel à toi toujours pour des événements. Ouais, carrément. En on fait, peut venir le l'AGO, midi, on peut venir le midi, midi. on va venir le midi En aussi. fait, l'AGO, l'idée, c'est d'avoir un lieu et Et plein de manières de le vivre. mais avec plusieurs concepts dedans et plein de manières d'appréhender ce lieu. Et donc aujourd'hui, on peut venir à la cantine le plus accessible, on va dire, c'est la cantine. Trop bien, trop le midi. facile, tous les jours. Trop facile, tous les jours, du lundi au vendredi. Les menus, on les publie une semaine à l'avance sur Instagram, sur Chloé Charles Cantine. Trop facile. Ensuite, on peut privatiser l'AGO. Et après, il y a l'événementiel en extérieur, que ça soit professionnel ou privé. Donc non, c'est plutôt cool. Mais moi je signe sur toutes les cases là, avec tout ce que tu nous as dit. J'adore l'ADN de ton histoire, quoi. Ouais. Et au final, finalement, j'ai même pas fini l'histoire, mais l'AGO, c'est un espèce de post-Covid, de ras-le-bol du nomadisme, avec aussi des clients qui avaient besoin de ce lieu attitré, avec avoir une cuisine professionnelle avec du matos. Oui, qui puisse te permettre de t'arrimer un outil un peu, bien sûr. Du matériel confortable et pas. Oui, parce que le toujours à nomadisme, droite, à gauche, c'est cool sur le papier, mais c'est extrêmement épuisant. Ouais, et puis tu passes ton temps à transporter des trucs à droite, à gauche et tout. Après, moi, j'adore ça, hein, j'adore toujours. Oui. Mais ce que j'aime bien avec l'AGO, c'est qu'il y a des semaines où il y a beaucoup d'événementiels en extérieur. Et j'adore sortir, découvrir des nouveaux lieux, aller cuisiner dans des musées, dans des apparts de dingue, en extérieur, machin et tout. Et puis parfois, tu reviens à la base. C'est tellement agréable de revenir, de rentrer à la maison, d'avoir tout à dispo. C'est tellement plus facile, c'est tellement plus doux. En plus, l'AGO, c'est vraiment un rythme qui est assez lent. Parce qu'en fait, quand t'es un groupe de 20, alors pour le coup, autant si je considère que personne n'est à 5 minutes près quand tu viens manger, alors là, ils sont même pas à 20 minutes près, quoi. Donc, trop bien. Donc en fait, c'est plutôt... c'est cool. Enfin, j'ai vraiment... Enfin, ça fait 4 ans et je m'en lasse pas. J'aime cet endroit. Le fait de continuer à faire ce que je veux et en même temps de faire plaisir à des gens. Puis vraiment, t'as ce côté genre grande tablée qui rappelle effectivement un peu le côté familial. Le fait, il y a un truc qui est hyper important chez l'AGO, c'est que en fait, la majorité des gens qui viennent, ils viennent fêter un truc. Et du coup, dans la tête, en fait, c'est pas du tout pareil si t'arrives au resto, si t'es en fait en fin de vie de ton couple et que tu vas essayer de rattraper le truc à la rame, genre allez viens on va dîner. Non mais ça. Ouais mais ça arrive à plein de gens. Ou alors très mauvaise idée. Ne saisissez pas ni les chefs, ni les restaurateurs, ni les restaurants pour ça. Ou alors tu viens à deux, pour te remettre de j'en sais rien. Ou t'es cuit, t'as eu ta mauvaise journée, tu machin. Ou alors je sais pas, t'en as ras-le-bol, tu t'es fait virer aujourd'hui. Tu savais pas, mais en fait aujourd'hui tu t'es fait virer. Du coup, tu manges pas du tout de la même manière si tu t'es fait virer aujourd'hui ou si tu te maries. Vaut mieux, j'espère. J'espère. Donc, toi, on vient pour célébrer. Et en fait, moi, on vient pour célébrer. Donc en vrai, trop bien. Il y a déjà de la joie avant même d'avoir poussé la porte. Ils trouvent ça déjà bon, en fait. Et il y a un truc comme ça que je trouve hyper cool. Et puis nous, du coup, on est là. En fait, ils sont déjà contents. Donc nous, on prend le... En fait, c'est aussi un truc assez... si on prend le truc un peu primaire, c'est assez... c'est assez hormonal aussi, tu vois, tout le monde dégage des hormones de kiff, donc du coup tout le monde est content, en vrai, il y a un truc comme ça qui est génial, quoi. Trop bien, on va tous venir prendre sa dose de kiff chez l'AGO. J'adore parce que du coup t'as dessiné cette cuisine en mouvement qui se réinvente, et c'est assez formidable parce que t'as dessiné ce que tu voulais en fait depuis toujours, quoi. Ouais, moi c'est vraiment le truc je crois que c'est ce qui me fait le plus plaisir quand on dit ça de moi, le fait que je sois libre et que je fais ce que je veux, quoi. T'as construit ton truc sur mesure. Trop forte. Merci. Donc, Chloé. Avec plaisir.